Marcus Beaumont ajusta sa cravate en soie italienne et contempla une dernière fois le panorama de Manhattan depuis les fenêtres de son bureau au 52e étage. Il dirigeait l'un des empires financiers les plus puissants de Wall Street et aujourd'hui marquait le couronnement de sa carrière, l'acquisition de la plus grande chaîne hôtelière européenne, une transaction de 15 milliards de dollars qui ferait de lui l'homme le plus influent du secteur de l'hospitalité mondiale. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bureau en acajou massif, un tic qu'il avait développé depuis l'enfance et qui trahissait son impatience malgré son apparence imperturbable. La salle de conférence était déjà bondée d'avocats, de conseillers financiers et de cadres supérieurs, tous vêtus de costumes sombres et arborant des expressions graves qui convenaient à l'importance de l'événement. L'air était saturé de tension et d'anticipation, mélangé aux effluves de café fort et de parfums coûteux. Marcus avait passé les 3 dernières années à négocier chaque clause de ce contrat, à surmonter les obstacles réglementaires et à convaincre les actionnaires récalcitrants. Rien ne pouvait désormais l'arrêter, ou du moins le croyait-il. Carmen Rodriguez était arrivée tôt ce matin-là, comme tous les autres jours depuis qu'elle avait commencé à travailler ici il y a 2 ans. À 20 ans, cette jeune femme d'origine mexicaine avait déjà développé une maturité remarquable et une capacité de travail impressionnante. Elle consacrait ses journées à maintenir ses bureaux immaculés, travaillant dans l'ombre pendant que les titans de la finance brassaient des milliards au-dessus de sa tête. Elle connaissait chaque recoin de cet immeuble, chaque habitude de ses occupants, et surtout, elle avait développé une intuition remarquable pour son âge. Aujourd'hui, quelque chose dans l'atmosphère la mettait mal à l'aise, une tension qu'elle n'arrivait pas à identifier mais qui lui nouait l'estomac. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous du contraste entre Marcus et Carmen? Leurs mondes si différents vont-ils se rencontrer de manière inattendue? Carmen avait toujours été invisible aux yeux de la plupart des employés de Beaumont & Associates. Pour eux, elle n'était qu'une silhouette discrète qui vidait les corbeilles, nettoyait les surfaces et remplaçait les fournitures de bureau. Mais cette invisibilité était devenue sa force. Malgré son jeune âge, elle avait développé une capacité troublante à percevoir les non-dits, à déceler les mensonges cachés derrière les sourires polis et les poignées de main fermes. Au fil de ces 2 années de service, elle avait surpris des conversations confidentielles, observé des comportements révélateurs et accumulé une connaissance intime des rouages secrets de cette entreprise. Elle savait qui était vraiment, honnête, qui mentait, qui trichait sur ses notes de frais et qui avait des secrets à cacher. Cette sagesse silencieuse faisait d'elle bien plus qu'une simple employée de ménage. Elle était devenue une observatrice privilégiée de la nature humaine. Ce matin particulier, Carmen nettoyait méthodiquement les bureaux du 48e étage quand elle entendit des éclats de voix provenant de la salle de conférence principale. Elle s'approcha discrètement, feignant d'épousseter les plantes décoratives qui bordèrent le couloir. À travers la cloison de verre, elle aperçut un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Un individu aux traits durs et aux yeux perçants qui gesticulait avec véhémence face à plusieurs avocats de l'entreprise. Sa voix portait malgré l'insonorisation, et Carmen distingua quelques mots qui la firent frissonner. Falsification, documents truqués et prison. L'homme n'était autre qu'Alexander Petrov, un oligarque russe aux méthodes douteuses et à la réputation sulfureuse. Depuis des mois, il orchestrait dans l'ombre une manipulation complexe visant à tromper Marcus Beaumont et ses associés. Les documents de la transaction, si parfaitement rédigés en apparence, cachaient des clauses piégeuses et des actifs fictifs qui transformeraient cet accord de 15 milliards en catastrophe financière pour l'empire Beaumont. Petrov avait soigneusement tissé sa toile, corrompant des experts comptables, falsifiant des rapports d'audit et créant un échafaudage de mensonges si sophistiqués qu'il avait trompé les meilleurs analystes de Wall Street. Carmen ne comprenait pas tous les détails techniques, mais son instinct lui criait que quelque chose clochait terriblement. Elle avait remarqué les allées-venues suspectes de certains consultants externes, les réunions secrètes qui se tenaient après les heures de bureau, et surtout l'attitude étrange de plusieurs employés qui semblaient rongés par l'anxiété. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle continuait d'écouter, consciente qu'elle était peut-être la seule à pouvoir encore empêcher une catastrophe. À l'étage supérieur, Marcus vérifiait une dernière fois les termes du contrat.
inconscient du piège qui se refermait sur lui. Ses conseillers juridiques l'entouraient, tous convaincus qu'ils étaient sur le point de réaliser l'affaire du siècle. L'atmosphère était électrique, chargée d'une excitation palpable. Marcus avait investi non seulement ses propres fonds, mais aussi ceux de milliers d'investisseurs qui lui faisaient confiance. La signature de ce contrat n'engageait pas seulement son avenir personnel, mais celui de dizaines de milliers d'employés et de leurs familles. La jeune femme de ménage savait qu'elle devait agir. Mais comment? Qui croirait une simple employée de 20 ans face aux puissants de Wall Street? Elle n'avait aucune preuve tangible, seulement son intuition et les bribes de conversation qu'elle avait surprises. Pourtant, quelque chose au plus profond d'elle-même lui disait qu'elle ne pouvait pas rester passive. Elle pensait à sa propre famille, à sa mère qui travaillait dur pour lui payer ses études du soir, à ses petits frères qui rêvaient d'un avenir meilleur. Si cette entreprise s'effondrait à cause de cette escroquerie, combien de familles comme la sienne en souffriraient? Carmen prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Elle abandonna son chariot de nettoyage et se dirigea vers les ascenseurs, le cœur battant à tout rompre. Chaque étage qui défilait semblait amplifier ses doutes. Était-elle en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie? Ou, au contraire, était-elle sur le point de sauver l'entreprise et tous ceux qui en dépendaient? Lorsque les portes s'ouvrirent au 52e étage, elle inspira profondément et avança d'un pas déterminé vers le bureau de Marcus Beaumont. La secrétaire particulière du milliardaire, une femme élégante aux cheveux argentés, leva les yeux avec surprise en voyant Carmen s'approcher de son bureau. « Excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire à cet étage aujourd'hui », dit-elle d'un ton sec et condescendant. « Monsieur Beaumont est en réunion très importante et ne peut être dérangé sous aucun prétexte. » Carmen sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne se laissa pas impressionner. « Il faut absolument que je lui parle. C'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise, » répliqua-t-elle avec une conviction qui surprit la secrétaire. Au même moment, la porte du bureau s'ouvrit et Marcus apparut, accompagné de ses principaux conseillers. Il était vêtu de son costume le plus coûteux, une création sur mesure de Savile Row qui avait coûté plus que le salaire annuel de Carmen. Son visage rayonnait de confiance et de satisfaction anticipée. Dans quelques minutes, il descendrait à la salle de conférence pour apposer sa signature sur le contrat le plus important de sa carrière. Rien ne semblait pouvoir ternir ce moment de triomphe absolu. C'est alors que Carmen se planta devant lui, ses yeux noirs brillant d'une détermination farouche. Elle était si petite face à cet homme imposant, si insignifiante dans son uniforme de travail face à ce titan de la finance, mais sa voix ne trembla pas quand elle prononça les mots qui allaient tout changer. « Monsieur Beaumont, ne signez pas ce contrat. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus se figea complètement. Ses conseillers échangèrent des regards ébahis et la secrétaire faillit s'étouffer avec son café. Comment cette jeune employée de ménage osait-elle interrompre l'homme le plus puissant de l'entreprise au moment le plus crucial de sa carrière? L'audace de Carmen défiait toutes les conventions sociales et hiérarchiques qui régissaient ce monde impitoyable des affaires. Marcus la dévisagea avec un mélange de surprise et d'irritation. Il était habitué à ce que tout le monde lui témoigne une déférence absolue, et cette interruption inattendue le déstabilisait profondément. « Pardon » articula-t-il finalement, sa voix trahissant son incrédulité. « Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce qui vous permet de me donner des conseils sur mes affaires ?» Ses conseillers commençaient déjà à s'agiter, prêts à faire évacuer cette intruse qui perturbait leur programme minutieusement orchestré. Mais Carmen ne recula pas. Elle avait franchi le point de non-retour et savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance de se faire entendre. « Je m'appelle Carmen Rodriguez. Je travaille dans le service d'entretien depuis 2 ans. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais j'ai entendu des choses qui pourraient vous intéresser concernant ce contrat. » Sa voix gagnait en assurance à mesure qu'elle parlait, alimentée par la conviction qu'elle faisait ce qu'il fallait faire. L'un des conseillers juridiques, un homme corpulent au visage rouge de colère, s'avança vers Carmen avec un air menaçant. « Écoutez-moi bien, petite. Vous êtes en train de dépasser les bornes. Retournez à votre travail, immédiatement ou vous serez licencié avant la fin de la journée. » Mais Marcus leva la main pour l'arrêter, intrigué malgré lui par l'attitude de cette jeune femme. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité et une urgence qui contrastaient avec l'ambiance feutrée et calculée de son environnement habituel. « Laissez-la parler, » dit-il finalement, ignorant les protestations de son entourage. « Vous avez exactement 1 minute pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas signer le contrat. Le plus important de ma carrière. »
Carmen sentit un mélange de soulagement et de terreur l'envahir. Elle avait obtenu l'attention du milliardaire, mais comment résumer en quelques phrases tout ce qu'elle avait observé et ressenti? « Monsieur Beaumont, commença-t-elle en essayant de contrôler le tremblement de sa voix, depuis plusieurs semaines, j'ai remarqué des choses étranges dans les bureaux. Des hommes que je n'avais jamais vus venaient tard le soir pour rencontrer certains de vos employés. Ils parlaient en russe et semblaient très nerveux. Ce matin, j'ai surpris une conversation où il était question de documents falsifiés et de pièges financiers. Je ne comprends pas tous les détails, mais mon instinct me dit que quelqu'un essaie de vous tromper. » Les conseillers de Marcus éclatèrent de rire, certains de manière franchement méprisante. « Vous voyez bien que cette fille délire, » lança l'avocat principal. « Elle a probablement trop regardé de films d'espionnage à la télévision. Nous avons vérifié chaque clause de ce contrat avec les meilleurs experts du pays. Cette transaction a été analysée sous tous les angles possibles. » Mais Marcus continuait de fixer Carmen intensément, comme s'il cherchait à lire dans son âme. « Décrivez-moi ces hommes, » dit-il soudain, coupant court au ricanement de ses associés. Carmen ferma les yeux pour se concentrer, visualisant les visages qu'elle avait aperçus. L'un d'eux était grand avec des cheveux gris et une cicatrice sur la joue droite. Il portait toujours des costumes sombres, très chers et une montre en or massive. L'autre était plus petit, avec des lunettes et un accent très prononcé. Il venait généralement après 22 heures et repartait avant l'aube. Le visage de Marcus se durcit progressivement à mesure qu'elle parlait. Cette description correspondait parfaitement à deux hommes qu'il connaissait de réputation, Viktor Kozlov et Dmitri Volkov, deux associés notoires d'Alexander Petrov. Si ces individus roquaient dans ses bureaux sans qu'il en soit informé, cela ne présageait rien de bon. Un frisson d'inquiétude remonta le long de sa colonne vertébrale. « Impossible », murmura l'un de ses conseillers financiers, mais sa voix manquait soudain de conviction. « Nos systèmes de sécurité sont infaillibles. Personne ne peut entrer dans ces bureaux sans autorisation explicite. » Pourtant, Marcus savait que l'argent et l'influence pouvaient ouvrir bien des portes, même les plus sécurisées. Il avait lui-même eu recours à ce genre de méthode dans le passé, et l'idée qu'on puisse les retourner contre lui le glaçait d'effroi. Carmen sentit qu'elle avait touché dans le mille et poursuivit avec plus d'assurance. « Il y a autre chose, monsieur Beaumont. Hier soir, j'ai trouvé des documents déchirés dans la corbeille du bureau de monsieur Hendricks, votre directeur financier adjoint. Ils étaient en russe, mais j'ai reconnu votre nom et celui de l'entreprise hôtelière que vous voulez acheter. Pourquoi y aurait-il des documents en russe concernant une transaction européenne ?» Cette question fit l'effet d'une bombe dans l'esprit de Marcus, qui commençait à entrevoir les contours d'un complot beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. James Hendricks, son bras droit depuis 10 ans, l'homme en qui il avait une confiance aveugle, pourrait-il vraiment l'avoir trahi? Cette pensée lui donna la nausée. Si Carmen disait la vérité, cela signifiait que la corruption avait gangrené son propre entourage, que ses ennemis avaient réussi à infiltrer le cœur même de son empire. La paranoïa commençait à s'insinuer dans son esprit, jetant une ombre de doute sur chaque visage familier qui l'entourait. « Où sont ces documents maintenant ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Carmen baissa les yeux, embarrassée. « Je les ai jetés à la poubelle après les avoir vus. Je ne savais pas qu'ils étaient importants à ce moment-là. Mais je pourrais peut-être les retrouver si les sacs n'ont pas encore été collectés. » Marcus se tourna immédiatement vers son chef de la sécurité. « Faites fouiller toutes les poubelles de l'immeuble. Je veux ces documents sur mon bureau dans l'heure. » L'atmosphère dans le bureau avait complètement changé. L'excitation joyeuse qui régnait quelques minutes plus tôt avait cédé la place à une tension palpable et à une méfiance généralisée. Les conseillers de Marcus s'entreregardaient avec suspicion, chacun se demandant si les autres pouvaient être impliqués dans cette supposée conspiration. Le monde ordonné et prévisible des affaires venait de basculer dans l'incertitude la plus totale. Marcus se dirigea vers son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Robert, c'est Marcus. J'ai besoin que vous suspendiez immédiatement la signature du contrat Belmont. Oui, je sais que tout est prêt, mais j'ai des raisons de croire que nous pourrions avoir un problème. Donnez-moi 2 heures pour vérifier quelque chose. » Il raccrocha sous les regards médusés de ses associés. « Marcus, vous ne pouvez pas être sérieux !» s'exclama son avocat principal. « Vous allez annuler une transaction de 15 milliards de dollars sur la parole d'une femme de ménage? Pensez aux conséquences. Les investisseurs vont paniquer, les médias vont s'emparer de l'affaire, votre crédibilité va être anéantie. » Mais Marcus avait pris sa décision. Son instinct lui disait que Carmen
n'inventait rien, et il avait appris à faire confiance à son instinct dans les moments cruciaux. « Ma crédibilité sera bien plus anéantie si je signe un contrat truqué », répliqua-t-il sèchement. « Carmen, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous avez vu et entendu, dans les moindres détails. Ne laissez rien de côté, même ce qui vous semble insignifiant. » La jeune femme hocha la tête, réalisant pleinement l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher. En l'espace de quelques minutes, elle était passée de simple employée invisible à personnage clé d'un drame financier de grande envergure. Tandis que Carmen commençait son récit détaillé dans les étages inférieurs de l'immeuble, Alexander Petrov recevait un appel téléphonique qui allait changer sa stratégie. L'un de ses informateurs venait de l'avertir que la signature avait été reportée et qu'une enquête interne était en cours. Le piège si soigneusement orchestré était sur le point d'être découvert, et Petrov savait qu'il devait agir rapidement pour sauver ce qui pouvait encore l'être. « Cette petite peste va tout faire échouer », gronda-t-il dans son téléphone portable crypté. « Il faut qu'elle disparaisse avant qu'elle ne cause plus de dégâts. » À l'autre bout de la ligne, Viktor Kozlov acquiesça silencieusement. Ils avaient investi trop de temps et d'argent dans cette opération pour laisser une simple employée de ménage la saborder. La chasse à Carmen Rodriguez venait de commencer. Au 52e étage, inconsciente du danger qui la menaçait déjà, Carmen continuait de livrer son témoignage à Marcus Beaumont. Elle décrivait avec précision les comportements suspects qu'elle avait observés, les conversations chuchotées qu'elle avait surprises, les allées et venues nocturnes qui avaient éveillé sa méfiance. Chaque détail qu'elle révélait renforçait la conviction de Marcus qu'il était effectivement victime d'une vaste manipulation. Le milliardaire écoutait avec une attention de plus en plus soutenue, prenant des notes sur un carnet en cuir. Cette jeune femme de 20 ans possédait une capacité d'observation remarquable et une mémoire photographique qui impressionnait même ses conseillers les plus expérimentés. Comment avait-elle réussi à déceler une conspiration que des experts chevronnés n'avaient pas su détecter? Cette question le hantrait longtemps. « Carmen, dit-il finalement quand elle eut terminé son récit, vous venez peut-être de sauver mon entreprise et des milliers d'emplois. Mais je dois vous avertir, si vous dites la vérité et tout indique que c'est le cas, vous venez de vous faire des ennemis très dangereux. Ces gens n'hésiteront pas à vous éliminer pour protéger leurs intérêts. » La jeune femme pâlit en entendant ces mots, mais son regard ne vacilla pas. « Je sais que j'ai pris un risque énorme en venant vous voir, » répondit-elle avec une dignité qui força le respect de tous les présents. « Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés en sachant que quelque chose de terrible se préparait. Ma conscience ne me l'aurait jamais pardonné. » Cette réponse toucha Marcus plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans son monde impitoyable, où chacun ne pensait qu'à son propre intérêt, rencontrer une personne capable de risquer sa sécurité pour le bien commun était aussi rare que précieux. Les heures qui suivirent furent parmi les plus intenses de la carrière de Marcus Beaumont. Ses équipes de sécurité et ses investigateurs privés se lancèrent dans une course contre la montre pour rassembler les preuves de la conspiration que Carmen avait révélée. Les documents déchirés furent retrouvés et reconstitués, révélant effectivement des communications en russe concernant l'opération de manipulation financière. Des experts en cybersécurité découvrirent des traces de piratage dans les systèmes informatiques de l'entreprise, confirmant que des informations confidentielles avaient été dérobées et falsifiées. Pendant ce temps, Carmen était placée sous protection rapprochée dans un hôtel sécurisé, loin des bureaux où sa vie pourrait être en danger. Elle n'arrivait pas à réaliser complètement ce qui lui arrivait. Hier encore, elle était une employée anonyme dont personne ne connaissait le nom, et voilà qu'elle se retrouvait au cœur d'un thriller financier digne des meilleurs romans d'espionnage. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sa mère inquiète, ses amis curieux, des journalistes qui avaient déjà eu vent de l'affaire. Marcus, de son côté, vivait ses propres tourments. La découverte de la trahison de James Hendricks, son directeur financier adjoint, l'avait profondément marqué. L'homme qu'il considérait presque comme un frère s'était vendu à ses ennemis pour une somme dérisoire au regard des enjeux. Cette révélation ébranlait ses certitudes sur la nature humaine et sur sa capacité à juger les gens. Si Hendricks avait pu le tromper pendant des années, combien d'autres traîtres se cachaient-ils dans son entourage? L'enquête révéla progressivement l'ampleur de la conspiration orchestrée par Alexander Petrov. Le milliardaire russe avait passé des mois à corrompre des employés clés de l'entreprise Beaumont, à falsifier des documents financiers et à créer de toutes pièces des actifs fictifs
pour gonfler artificiellement la valeur de la chaîne hôtelière européenne qu'il prétendait vendre. Son plan était diaboliquement simple. Amener, Marcus a surpayé massivement pour des biens qui n'existaient que sur le papier, puis disparaître avec les 15 milliards avant que la supercherie ne soit découverte. Les autorités fédérales furent alertées et une vaste opération d'arrestation fut mise en place. Petrov et ses complices furent appréhendés alors qu'ils tentaient de quitter le pays avec de fausses identités. L'affaire fit les gros titres de tous les journaux financiers du monde, et Carmen se retrouva propulsée sur le devant de la scène médiatique malgré elle. Les journalistes la surnommèrent « l'ange gardien de Wall Street », et son histoire inspira des millions de personnes à travers le globe. Marcus tint parole concernant la reconnaissance qu'il devait à Carmen. Non seulement il lui offrit un poste de responsable dans son service de sécurité interne, mais il créa également une fondation en son honneur pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à accéder à l'éducation supérieure. Carmen accepta le poste mais insista pour continuer ses études parallèlement, rêvant de devenir un jour directrice financière pour pouvoir protéger d'autres entreprises contre ce genre de fraude. J'espère que cette histoire vous captive. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous appréciez le développement de l'intrigue. En commentaire, dites-moi, que pensez-vous de l'évolution de Carmen, de simple femme de ménage à héroïne? Et comment trouvez-vous le retournement de situation avec la conspiration russe? 6 mois s'étaient écoulés depuis l'affaire Petrov, et la vie de Carmen Rodriguez avait été transformée de fond en comble. Installée dans un bureau lumineux au 45e étage de la tour Beaumont, elle dirigeait désormais une équipe de 15 analystes spécialisés dans la détection de fraude financière. Son uniforme de femme de ménage avait cédé la place à des tailleurs élégants, mais elle n'avait rien perdu de sa simplicité naturelle, ni de son sens aigu de l'observation qui l'avait rendue célèbre. Marcus observait souvent Carmen depuis la baie vitrée de son bureau, admirant la facilité avec laquelle elle s'était adaptée à ses nouvelles responsabilités. Cette jeune femme l'intriguait et l'inspirait à la fois. Elle possédait une intelligence intuitive rare et une intégrité à toute épreuve qui contrastait avec le cynisme ambiant de Wall Street. Mais au-delà de l'admiration professionnelle, Marcus commençait à ressentir quelque chose de plus personnel, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis la mort de sa femme 5 ans plus tôt. La notoriété de Carmen avait dépassé les frontières de New York. Elle recevait régulièrement des invitations pour témoigner devant des commissions parlementaires, donner des conférences dans les universités les plus prestigieuses et participer à des émissions télévisées consacrées à l'éthique des affaires. Mais cette célébrité soudaine l'embarrassait plus qu'elle ne la flattait. Elle préférait le travail de terrain au projecteur médiatique, l'analyse minutieuse des données au discours grandiloquent. Un matin de novembre particulièrement froid, Carmen découvrit quelque chose d'inquiétant dans les comptes de l'une des filiales européennes de Beaumont & Associates. Des transferts de fonds suspects vers des paradis fiscaux, des factures gonflées pour des prestations inexistantes, et surtout des signatures électroniques qui semblaient avoir été falsifiées. Son sang ne fit qu'un tour. Était-il possible qu'une nouvelle tentative de fraude soit en cours, si peu de temps après l'affaire Petrov? Carmen passa la journée entière à éplucher les documents, croisant les données avec l'aide de son équipe. Plus elle creusait, plus la situation lui paraissait grave. Cette fois, la manipulation ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de l'entreprise. Quelqu'un ayant accès aux systèmes les plus sécurisés détournait systématiquement des fonds vers des comptes offshore. Le montant total des détournements s'élevait déjà à plusieurs dizaines de millions de dollars. Vers 18 heures, quand les bureaux se vidèrent progressivement, Carmen monta au 52e étage pour faire son rapport à Marcus. Elle le trouva encore au travail, penché sur des dossiers financiers, une tasse de café froid à portée de main. La fatigue marquait ses traits, et Carmen réalisa qu'il ne prenait jamais vraiment de repos. Cet homme qui dirigeait un empire de plusieurs milliards se tuait littéralement à la tâche. « Marcus » dit-elle en frappant doucement à la porte ouverte. Il leva les yeux et lui sourit, ce sourire particulier qu'il ne réservait qu'à elle et qui la faisait toujours frissonner malgré elle. « Carmen, quelle bonne surprise! Comment s'est passée votre journée ?» Elle s'approcha de son bureau, son dossier serré contre sa poitrine, l'estomac noué par l'appréhension. « J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles à vous annoncer », dit-elle en posant les documents devant lui. Marcus fronça les sourcils en parcourant rapidement les premières pages.
Son visage se durcit progressivement à mesure qu'il prenait conscience de l'ampleur du problème. « Bon sang !» murmura-t-il. « Combien de temps cette situation dure-t-elle » Carmen s'assit en face de lui, croisant les jambes avec nervosité. « D'après mes calculs, les premiers détournements remontent à environ 8 mois. Mais le rythme s'est accéléré ces dernières semaines. La révélation frappa Marcus comme un coup de massue. 8 mois. Cela signifiait que pendant qu'il luttait contre la menace extérieure représentée par Petrov, un ennemi intérieur rongeait son entreprise de l'intérieur. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment ces systèmes de contrôle interne avaient-ils pu faillir à ce point? La colère montait en lui, mélangée à un sentiment d'humiliation profonde. « Avez-vous une idée de l'identité du responsable ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Carmen hésita un instant avant de répondre. Les indices pointent vers quelqu'un ayant des accès de très haut niveau. Quelqu'un de votre cercle rapproché, Marcus. Je sais que c'est difficile à entendre, mais nous devons envisager cette possibilité. Marcus ferma les yeux et se massa les tempes. L'idée qu'il puisse y avoir un autre traître dans son entourage immédiat le révoltait. Ils passèrent les 3 heures suivantes à examiner ensemble chaque élément du dossier. Carmen expliquait patiemment ses découvertes, guidant Marcus à travers le labyrinthe complexe des transactions suspectes. Il était impressionné par sa capacité à décortiquer des schémas financiers sophistiqués et à en tirer des conclusions logiques. Cette femme de 20 ans possédait un talent naturel pour l'investigation qui aurait fait pâlir d'envie les meilleurs détectives privés de la ville. « Il faut que nous tendions un piège », déclara finalement Marcus. « Si nous confrontons directement le responsable, il niera tout et détruira les preuves. Nous devons le prendre en flagrant délit. » Carmen acquiesça, mais une inquiétude la taraudait. « Marcus, si cette personne découvre que nous sommes sur sa piste, elle pourrait devenir dangereuse. Après ce qui s'est passé avec Petrov, je préfère être prudente. » Marcus se leva et contourna son bureau pour venir s'asseoir sur le fauteuil adjacent à celui de Carmen. Cette proximité soudaine la troubla et elle sentit son cœur s'accélérer. « Carmen, dit-il d'une voix douce, je ne permettrai jamais qu'il vous arrive quoi que ce soit. Vous avez déjà risqué votre vie une fois pour cette entreprise et je ne l'oublierai jamais. Cette fois, nous procéderons avec toutes les précautions nécessaires. » Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et d'émotions contenues. Carmen était consciente de l'attraction grandissante qu'elle ressentait pour Marcus, mais elle s'interdisait d'y penser. Leur différence d'âge, de statut social et de fortune créait un fossé qu'elle jugeait infranchissable. Comment une ancienne femme de ménage pourrait-elle prétendre à l'amour d'un milliardaire? Cette idée lui semblait relever de la pure fantaisie. Marcus, de son côté, luttait contre ses propres sentiments. Il admirait l'intelligence et le courage de Carmen, mais il craignait qu'elle ne voie en lui qu'un patron reconnaissant plutôt qu'un homme capable de l'aimer. La culpabilité le rongeait également. Avait-il le droit de tomber amoureux de cette jeune femme qu'il avait propulsée dans ce monde impitoyable? N'abusait-il pas de sa position de pouvoir? Le plan qu'ils mirent au point était d'une simplicité redoutable. Carmen créerait de fausses opportunités de détournement, des transactions fictives suffisamment alléchantes pour attirer le voleur. En surveillant qui accéderait à ces informations confidentielles, il pourrait identifier le coupable. Marcus fit appel à ses meilleurs experts en cybersécurité pour mettre en place un système de traçage indétectable. Les jours suivants furent tendus à l'extrême. Carmen et Marcus travaillaient en étroite collaboration, passant de longues heures ensemble à peaufiner leur stratégie. Leur rapport professionnel se teintait progressivement d'une complicité plus personnelle, faite de regards échangés, de frôlements involontaires et de conversations qui dérivaient parfois vers des sujets plus intimes. L'attraction mutuelle devenait de plus en plus difficile à ignorer. Le piège fonctionna au-delà de leurs espérances. Au bout d'une semaine, les systèmes de surveillance détectèrent un accès non autorisé au faux dossier que Carmen avait créé. Les logs informatiques révélèrent une vérité choquante. Le responsable des détournements n'était autre que Richard Blackstone, le directeur financier principal de l'entreprise et l'un des plus proches collaborateurs de Marcus depuis 15 ans. La découverte de cette nouvelle trahison ébranla Marcus plus encore que celle de James Hendricks. Richard était davantage qu'un employé. C'était un ami, presque un père de substitution qui l'avait guidé dans ses premiers pas sur Wall Street. Ils avaient partagé tant de moments, de succès et d'épreuves ensemble. Comment cet homme qu'il chérissait avait-il pu le trahir de manière si ignoble?
Carmen fut témoin de l'effondrement psychologique de Marcus quand ils eurent la confirmation irréfutable de la culpabilité de Richard. Elle le vit pleurer pour la première fois, cet homme puissant et imperturbable qui dirigeait un empire financier. Dans ce moment de vulnérabilité absolue, les barrières entre eux s'effritèrent. Carmen le prit dans ses bras et Marcus s'abandonna à cette étreinte consolatrice, respirant le parfum délicat de ses cheveux. « Comment ai-je pu être aussi naïf ?» murmura-t-il contre son épaule. « 2 trahisons en moins d'1 an et par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Peut-être que mon père avait raison quand il disait qu'on ne peut faire confiance à personne dans ce métier. » Carmen resserra son étreinte, sentant la douleur profonde qui habitait cet homme qui semblait avoir tout pour être heureux. « Vous n'êtes pas naïf, Marcus, » lui dit-elle doucement. « Vous êtes quelqu'un de bien qui croit encore en la bonté humaine. C'est rare et précieux dans votre monde. Ne laissez pas ces trahisons vous transformer en quelqu'un de cynique et de dur. » Ces paroles touchèrent Marcus au plus profond de son être. Cette jeune femme possédait une sagesse et une maturité qui dépassaient largement son âge. L'arrestation de Richard Blackstone fit autant de bruit médiatique que l'affaire Petroff. Les journaux financiers se délectaient de ce nouveau scandale qui ébranlait l'une des entreprises les plus respectées de Wall Street. Carmen se retrouva une fois de plus sous les feux des projecteurs, saluée comme l'héroïne qui avait démasqué un deuxième traître. Mais cette fois, elle géra sa notoriété avec plus d'aisance, ayant appris de sa première expérience médiatique. Marcus dut faire face à une crise de confiance majeure. Les investisseurs s'inquiétaient de la sécurité de leurs placements, les clients remettaient en question la fiabilité de l'entreprise et les employés s'interrogeaient sur l'avenir de leur emploi. Il fallut des mois de communication intensive et de réformes structurelles pour restaurer la réputation de Beaumont & Associates. Pendant cette période difficile, Carmen devint le pilier sur lequel Marcus s'appuyait. Elle réorganisa entièrement les systèmes de contrôle interne, mit en place des procédures de vérification strictes et forma les équipes aux techniques de détection de fraude. Son travail acharné et son dévouement sans faille impressionnèrent tout le monde dans l'entreprise. Elle était devenue bien plus qu'une employée. Elle était la gardienne de l'intégrité de Beaumont & Associates. Un soir de printemps, alors qu'ils travaillaient tard une fois de plus, Marcus et Carmen se retrouvèrent seuls dans les bureaux silencieux. La tension sexuelle qui couvait depuis des mois atteignit son paroxysme quand leurs regards se croisèrent au-dessus d'un dossier. Sans un mot, Marcus se leva et s'approcha de Carmen, qui se dressa à son tour, le cœur battant. Il caressa doucement sa joue et elle ferma les yeux sous la caresse. « Carmen, » murmura-t-il, « je sais que c'est compliqué, je sais que nous venons de mondes différents, mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens pour vous. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Carmen ouvrit les yeux et il eut une sincérité bouleversante. « Marcus, » répondit-elle dans un souffle, « moi aussi je ressens quelque chose, mais j'ai peur. Peur que les gens pensent que je vous utilise, peur de ne pas être à la hauteur de votre monde. » Marcus posa ses lèvres sur les siennes dans un baiser tendre et passionné qui balaya toutes leurs interrogations. Dans cette étreinte, ils trouvèrent la réponse à leurs doutes. Leur amour était plus fort que les conventions sociales, plus authentique que tous les préjugés qu'ils pourraient affronter. Quand ils se séparèrent, ils savaient que leur vie venait de prendre un tournant définitif. Leur relation amoureuse ne tarda pas à être découverte par les médias, toujours à l'affût du moindre scoop concernant les puissants de ce monde. Les tabloïds se régalèrent de cette histoire d'amour improbable entre le milliardaire et son ancienne femme de ménage. Certains articles étaient bienveillants, y voyant une belle histoire de promotion sociale. D'autres étaient plus cyniques, insinuant que Carmen était une opportuniste qui avait su saisir sa chance. Carmen souffrit de ces attaques médiatiques, mais Marcus la soutint avec une détermination farouche. Il organisa même une conférence de presse pour défendre publiquement leur relation et rappeler les services exceptionnels que Carmen avait rendus à l'entreprise et à la communauté financière dans son ensemble. « Carmen Rodriguez n'est pas seulement la femme que j'aime », déclara-t-il face aux journalistes ébahis. C'est aussi l'une des analystes financières les plus brillantes de sa génération et une personne d'une intégrité exemplaire. L'opinion publique finit par se ranger du côté du couple, touché par la sincérité évidente de leurs sentiments et l'histoire si remarquable de Carmen. Des milliers de jeunes femmes issues de milieux modestes trouvèrent en elle un modèle inspirant, la preuve que le talent et la détermination pouvaient triompher de tous les obstacles sociaux. Des universités du monde entier
lui proposèrent des doctorats honoris causa, reconnaissant son apport exceptionnel à la lutte contre la criminalité financière. Marcus demanda Carmen en mariage lors d'un dîner romantique dans le restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous officiel. Il avait choisi une bague simple mais élégante, sachant qu'elle préférait la discrétion à l'ostentation. Quand elle dit oui, les larmes aux yeux, il sut qu'il était l'homme le plus heureux du monde. Cette femme extraordinaire qui était entrée dans sa vie pour sauver son entreprise avait fini par sauver son âme. Le mariage fut célébré dans l'intimité, en présence de leur famille et de leurs amis les plus proches. Carmen avait insisté pour que la cérémonie se déroule dans la petite église de son quartier d'enfance, où sa mère priait encore chaque dimanche. Marcus, qui n'était pourtant pas particulièrement religieux, fut touché par la simplicité et l'authenticité de cette célébration qui contrastait avec le faste habituel des mariages de millionnaires. La mère de Carmen, une femme courageuse qui avait élevé seule ses 4 enfants en enchaînant les petits boulots, ne put retenir ses larmes de fierté en voyant sa fille épouser l'homme qu'elle aimait. Elle avait toujours cru au potentiel exceptionnel de Carmen, même quand celle-ci nettoyait les bureaux pour payer ses études. « Tu vois, Mija » lui chuchota-t-elle à l'oreille pendant la cérémonie. « Dieu récompense toujours ceux qui restent droits dans l'adversité. » Après leur lune de miel en Toscane, Marcus et Carmen reprirent leur travail avec une énergie renouvelée. Leur couple était devenu un symbole d'espoir pour tous ceux qui croyaient encore aux vertus du mérite et de l'honnêteté. Ensemble, ils transformèrent Beaumont & Associates en un modèle d'entreprise éthique, mettant en place des standards de transparence qui furent adoptés par de nombreuses autres firmes de Wall Street. Carmen créa également une école de formation gratuite pour enseigner les techniques de détection de fraude aux employés d'entreprises du monde entier. Son objectif était de démocratiser ces connaissances pour que des histoires comme celle de Petrov ou de Blackstone ne puissent plus se reproduire. Elle donnait personnellement des cours, partageant son expérience avec passion et humilité. 5 ans après leur rencontre improbable, Marcus et Carmen accueillaient leur premier enfant, une petite fille qu'ils prénommèrent Sofia, en hommage à la sagesse que Carmen avait montrée ce jour fatidique où elle avait eu le courage de dire « Ne signez pas ce contrat ». En tenant sa fille dans ses bras, Carmen réalisa le chemin extraordinaire qu'elle avait parcouru de femme de ménage invisible à épouse aimée, mère comblée et professionnelle reconnue. L'histoire de Carmen et Marcus devint légendaire dans les cercles financiers, racontée et re-racontée comme un conte moderne où l'amour triomphe des conventions et où la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Ils avaient approuvé qu'il était possible de réussir en affaires sans sacrifier ses valeurs, qu'on pouvait être puissant et riche tout en restant humain et généreux. Aujourd'hui, quand Marcus contemple l'empire qu'il a construit et préservé grâce à Carmen, il sait qu'il doit tout à cette femme exceptionnelle qui a eu le courage de briser les codes pour sauver ce qui comptait vraiment. Et quand Carmen regarde les milliers de jeunes qu'elle a formés et inspirés, elle sait que sa plus grande réussite n'est pas d'avoir épousé un milliardaire, mais d'avoir prouvé que l'intégrité et la détermination peuvent changer le monde. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce matin mémorable où Carmen avait prononcé les mots qui avaient changé le cours de leur vie. L'empire Beaumont & Associates était devenu l'une des entreprises les plus respectées et les plus prospères du monde financier, reconnue autant pour ses performances exceptionnelles que pour son éthique irréprochable. Carmen, désormais directrice générale adjointe et responsable mondiale de l'intégrité financière, était considérée comme l'une des femmes d'affaires les plus influentes de sa génération. Leur fille Sofia, maintenant âgée de 5 ans, grandissait dans un environnement privilégié, mais ses parents veillaient scrupuleusement à lui inculquer les valeurs d'humilité et de respect qui avaient guidé Carmen depuis son enfance. La petite fille parlait couramment espagnol avec sa grand-mère maternelle et n'hésitait pas à corriger poliment les adultes qui se montraient condescendants envers le personnel de service, reproduisant naturellement l'exemple de sa mère. Marcus observait souvent sa femme avec une admiration renouvelée. Carmen avait acquis une assurance et une prestance remarquables sans jamais perdre cette authenticité qui l'avait séduit dès leur première rencontre. Elle dirigeait des réunions avec des dirigeants du monde entier, négociait des accords complexes et donnait des conférences devant des milliers de personnes, mais elle trouvait toujours le temps d'écouter les préoccupations du plus humble employé de l'entreprise. Ce matin de septembre, Carmen arriva plus tôt que d'habitude au bureau, troublée par un pressentiment qu'elle n'arrivait pas à définir. Depuis quelques semaines,
Elle percevait des signaux faibles, des anomalies subtiles dans les flux financiers de l'entreprise qui éveillaient son instinct affiné par des années d'expérience. Rien de tangible encore, mais suffisamment inquiétant pour mériter une investigation approfondie. Elle s'installa dans son bureau et commença à analyser les rapports de ses équipes dispersées aux quatre coins du globe. Beaumont & Associates avait considérablement étendu ses activités internationales avec des bureaux à Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï et São Paulo. Cette expansion avait multiplié les opportunités, mais aussi les risques, créant un réseau complexe de filiales et de partenariats qu'il était parfois difficile de surveiller efficacement. Un détail attira particulièrement son attention: des mouvements de capitaux inhabituels entre leurs filiales londoniennes et plusieurs banques des îles Caïmans. Les montants n'étaient pas énormes individuellement, mais leur fréquence et leur régularité suggéraient un schéma organisé. Carmen fronça les sourcils, se rappelant les leçons apprises lors des affaires Petroff et Blackstone. Les criminels financiers avaient tendance à répéter les mêmes patterns, pensant que le succès passé garantissait l'impunité future. Elle contacta immédiatement David Chen, le directeur de leur bureau londonien, un homme brillant qu'ils avaient recruté 3 ans plus tôt après qu'il eut exposé un scandale de corruption dans sa précédente entreprise. David était marié à une femme charmante, père de 2 enfants adorables, et jouissait d'une réputation irréprochable dans les cercles financiers britanniques. L'idée qu'il puisse être impliqué dans quelque chose de louche semblait impensable. « David, dit-elle quand il décrocha son téléphone, j'aurais besoin que vous me transmettiez les détails de vos dernières transactions avec les îles Caïmans. C'est pour un audit de routine, rien d'urgent. » Elle perçut une légère hésitation dans la voix de David avant qu'il ne réponde avec son accent britannique distingué. « Bien sûr, Carmen, je vous envoie tout cela dans l'heure. Y a-t-il un problème particulier que je devrais connaître ?» Cette hésitation, si brève soit-elle, suffit à confirmer les soupçons de Carmen. Après tant d'années d'expérience, elle avait développé une capacité quasi surnaturelle à déceler les mensonges et les non-dits. David Chen cachait quelque chose et elle était déterminée à découvrir quoi. Elle passa le reste de la matinée à examiner minutieusement tous les dossiers de la filiale londonienne, cherchant des incohérences et des anomalies. Vers midi, Marcus la rejoignit dans son bureau pour leur déjeuner habituel. Ils avaient pris l'habitude de partager ce moment d'intimité au milieu de leur journée surchargée, une tradition qui renforçait leur complicité professionnelle et personnelle. Marcus remarqua immédiatement l'expression soucieuse de sa femme. « Quelque chose te préoccupe ?» demanda-t-il en s'installant face à elle avec leur salade César habituelle. Carmen lui expliqua ses découvertes et ses soupçons concernant David Chen. Marcus l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. Il avait appris à faire confiance aveuglément à l'instinct de sa femme en matière de détection de fraude. Si Carmen flairait quelque chose de suspect, c'est qu'il y avait effectivement anguille sous roche. « Que proposes-tu » demanda-t-il simplement. « Je pense qu'il faut que j'aille à Londres » répondit Carmen. « Une inspection surprise, sans prévenir David. Si mes soupçons sont fondés, il ne faut pas lui laisser le temps de couvrir ses traces. » Marcus acquiesça, mais une inquiétude se lisait dans ses yeux. Depuis l'affaire Petroff, il s'inquiétait constamment pour la sécurité de sa femme. Les criminels financiers n'hésitaient pas à recourir à la violence quand leurs intérêts étaient menacés. « J'y vais avec toi », déclara-t-il fermement, « et nous emmènerons une équipe de sécurité. » Carmen sourit, touchée par cette sollicitude mais consciente qu'elle devait agir avec discrétion. « Marcus, si tu m'accompagnes, cela donnera l'alerte. David comprendra immédiatement qu'il se passe quelque chose d'anormal. Laisse-moi y aller seul, avec juste Thomas comme garde du corps. Je ferai comme si c'était une visite de routine. » Après de longues négociations, ils convinrent d'un compromis. Carmen partirait pour Londres le lendemain, officiellement pour une série de réunions avec des clients européens. Thomas, Mitchell, leur chef de la sécurité, l'accompagnerait discrètement. Marcus resterait à New York, mais serait en contact permanent avec elle. Ils mirent également en place un code secret. Si Carmen l'appelait en mentionnant Sophia, cela signifierait qu'elle était en danger. Le vol pour Londres fut long et tendu. Carmen passait en revue tous les éléments de l'enquête, essayant de reconstituer le puzzle. Si David Chen était effectivement impliqué dans une fraude, quelles pouvaient être ses motivations? L'homme gagnait déjà un salaire confortable, vivait dans une belle maison de Kensington et semblait avoir une vie de famille épanouie.
Qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un dans sa situation à risquer sa carrière et sa réputation? L'arrivée à l'aéroport de Heathrow fut discrète. Thomas l'accompagna jusqu'à son hôtel habituel, un établissement discret de Mayfair où elle descendait lors de ses voyages d'affaires. Carmen prit soin de ne pas contacter David immédiatement, préférant commencer son investigation de manière indirecte. Elle contacta d'abord plusieurs clients londoniens pour leur proposer des rendez-vous, créant ainsi une couverture crédible pour sa présence en ville. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau londonien de Beaumont & Associates, un bel immeuble victorien rénové près de la City. L'accueil fut chaleureux, les employés britanniques ayant toujours manifesté un grand respect pour Carmen et son parcours exceptionnel. Elle salua David Chen avec son professionnalisme habituel, ne laissant transparaître aucun soupçon dans son attitude. « David, j'aimerais profiter de ma présence ici pour faire le point sur les opérations de la filiale, » dit-elle d'un ton détaché. « Pourriez-vous me préparer un accès au système comptable? J'aimerais jeter un œil aux derniers rapports. » David acquiesça avec empressement, mais Carmen nota une légère crispation autour de ses yeux. « Naturellement, Carmen. Voulez-vous que je vous accompagne pour vous expliquer les spécificités de nos opérations locales? » « Ce ne sera pas nécessaire, » répondit-elle avec un sourire. « Je connais bien vos procédures. Je préfère travailler seul pour avoir une vision objective. » Cette réponse sembla rassurer David, qui lui installa un bureau temporaire avec un accès complet aux systèmes informatiques. Carmen attendit qu'il s'éloigne avant de commencer son investigation en profondeur. Ce qu'elle découvrit au cours des heures suivantes dépassa ses pires craintes. David Chen n'orchestrait pas seulement des détournements de fonds, il dirigeait un véritable réseau de blanchiment d'argent international. Les transactions suspectes vers les îles Caïman n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Des sommes colossales transitaient par la filiale londonienne, provenant de sources douteuses et redistribuées vers des comptes offshore complexes. Le plus choquant était la sophistication du système mis en place. David avait créé de fausses sociétés, corrompu des banquiers, complice et mis au point un échafaudage légal si complexe qu'il était pratiquement indétectable pour un auditeur classique. Seule l'expérience unique de Carmen en matière de fraude financière lui permettait de déceler les anomalies révélatrices. Au fur et à mesure qu'elle creusait, Carmen réalisait l'ampleur des dégâts potentiels. Si ce réseau était découvert par les autorités, la réputation de Beaumont & Associates serait anéantie. L'entreprise risquait des amendes colossales, la perte de ses licences bancaires et peut-être même des poursuites pénales contre Marcus et elle-même. David Chen avait transformé leur filiale londonienne en plaque tournante du crime financier international. Vers 16 heures, David frappa à la porte du bureau temporaire de Carmen. « Comment se passe votre révision ?» demanda-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer son anxiété. Carmen leva les yeux de son écran, cachant soigneusement ses découvertes. « Tout va bien, David. Juste quelques vérifications de routine. Vos équipes font un excellent travail. » Cette réponse sembla le rassurer momentanément. « Je dois partir un peu plus tôt aujourd'hui, dit-il. Ma femme organise un dîner pour l'anniversaire de notre fils. Cela vous dérange-t-il si je vous laisse finir seul ?» Carmen acquiesça aimablement, soulagée de le voir partir. Elle pourrait ainsi continuer son investigation sans risquer d'éveiller davantage ses soupçons. « Amusez-vous bien, » dit-elle avec un sourire forcé. Dès que David eut quitté l'immeuble, Carmen intensifia ses recherches. Elle découvrit des connexions troublantes avec des organisations criminelles russes, des cartels sud-américains et même des groupes terroristes du Moyen-Orient. David Chen n'était pas un simple escroc opportuniste. C'était un maillon d'un réseau criminel international qui utilisait Beaumont & Associates comme façade respectable pour ses opérations. La jeune femme sentit un frisson d'effroi la parcourir. Elle était tombée sur quelque chose de beaucoup plus dangereux que les fraudes précédentes. Ces gens n'hésiteraient pas à l'éliminer pour protéger leurs intérêts. Elle devait agir vite et intelligemment. Carmen envoya discrètement tous les documents compromettants vers les serveurs sécurisés de New York, créant ainsi une sauvegarde de ses preuves. Vers 19 heures, alors qu'elle finalisait la compilation de ses découvertes, Carmen entendit des pas dans le couloir. L'immeuble était normalement désert à cette heure et seule la sécurité devait être présente. Elle éteignit rapidement son écran et se dirigea vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Dans la rue, elle aperçut une berline noire aux vitres teintées garée en double fil, moteur en marche.
Son cœur se mit à battre plus vite. Quelque chose ne tournait pas rond. Carmen sortit discrètement son téléphone portable et composa le numéro de Marcus, prête à prononcer le mot de code convenu. Mais au moment où elle allait appuyer sur la touche d'appel, la porte de son bureau s'ouvrit brutalement. David Chen apparut, accompagné de deux hommes massifs au visage patibulaire. « Bonsoir, Carmen », dit David d'une voix glaciale qui contrastait avec son ton habituel. « J'espère que vous avez passé une journée productive. Malheureusement, votre petite enquête se termine ici. » Carmen recula instinctivement vers la fenêtre, gardant son téléphone à la main. « David, je ne vois pas de quoi vous... » « Parlez. Je faisais simplement mon travail habituel de supervision. »« Arrêtez cette comédie, » répliqua-t-il sèchement. « Mes systèmes informatiques m'alertent dès que quelqu'un accède aux dossiers sensibles. Vous avez découvert mes activités et maintenant vous représentez un problème qu'il faut résoudre. » L'un des hommes qui l'accompagnait fit un pas vers Carmen, révélant un pistolet sous sa veste. La situation venait de basculer dans le cauchemar. Carmen garda son calme malgré la terreur qui l'envahissait. Elle avait survécu à des menaces précédentes en gardant la tête froide et en réfléchissant rapidement. « David, vous faites une énorme erreur. Ma disparition sera immédiatement remarquée. Marcus sait exactement où je suis et ce que je fais. S'il ne reçoit pas de mes nouvelles dans l'heure, il alertera les autorités britanniques et américaines. » David éclata d'un rire amer. « Votre mari recevra de vos nouvelles, ne vous inquiétez pas. Un message expliquant que vous avez décidé de prolonger votre séjour pour raisons personnelles. Cela nous donnera le temps nécessaire pour organiser votre départ définitif. » Il fit signe à ses complices d'avancer. Carmen comprit qu'elle n'avait plus qu'une seule option, prendre des risques désespérés. Elle appuya discrètement sur la touche d'appel rapide de son téléphone, priant pour que Marcus décroche rapidement. Dès qu'elle entendit sa voix, elle s'écria « Marcus, Sophia a besoin de toi immédiatement !» Puis elle lança son téléphone par la fenêtre ouverte, espérant que le message serait suffisamment clair. David se précipita vers elle, furieux de s'être fait avoir. « Idiote !» rugit-il. « Vous venez de signer votre arrêt de mort. » Il fit signe à ses hommes de l'immobiliser. Carmen se débattit de toutes ses forces, mais elle ne faisait pas le poids face à deux professionnels de la violence. Ils la traînèrent vers la sortie, malgré ses cris et ses tentatives de résistance. Le plan de David était simple, la faire disparaître discrètement et maquiller le tout en accident ou en enlèvement crapuleux. À New York, Marcus venait de recevoir l'appel de détresse de sa femme. Le mot de code prononcé avec une telle urgence lui glaça le sang. Il contacta immédiatement Thomas Mitchell qui confirma ses pires craintes. Il avait perdu le contact avec Carmen 1 heure plus tôt. Marcus ne perdit pas une seconde. Il alerta les autorités britanniques, mobilisa ses contacts dans les services de renseignement et affréta un jet privé pour Londres. « Je vous préviens », dit-il au téléphone au commissaire londonien qui coordonnait les recherches. « S'il arrive quoi que ce soit à ma femme, je mobiliserai tous mes moyens pour traquer les responsables. Et mes moyens sont considérables. » Sa voix contenait une détermination et une rage froide qui impressionnèrent son interlocuteur. Cet homme était prêt à tout pour sauver la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, Carmen était emmenée vers une destination inconnue dans la berline noire qu'elle avait aperçue plus tôt. Ses ravisseurs avaient pris soin de lui bander les yeux et de lui lier les mains, mais ils n'avaient pas compté sur sa détermination et son intelligence. Elle mémorisait chaque virage, chaque changement de vitesse, essayant de reconstituer mentalement le trajet pour aider d'éventuels sauveteurs. David Chen, assis à côté d'elle, semblait nerveux, malgré sa façade de contrôle. « Vous ne vous rendez pas compte de ce dans quoi vous avez mis les pieds, Carmen, murmura-t-il. Les gens pour qui je travaille ne pardonnent pas les interférences. Ils ont déjà éliminé des personnages bien plus puissants que vous. » Ces mots étaient censés l'intimider, mais ils ne firent que renforcer sa résolution à survivre et à témoigner. La voiture s'arrêta finalement après ce qui sembla être un trajet d'1 heure. Carmen fut escortée à l'intérieur de ce qui ressemblait à un entrepôt désaffecté, à en juger par l'écho de leurs pas et l'odeur de renfermé qui régnait dans les lieux. On la fit asseoir sur une chaise inconfortable, mais on ne retira pas son bandeau. L'attente commença, longue et angoissante. David passa plusieurs coups de téléphone dans une langue que Carmen ne comprenait pas, probablement du russe d'après l'accent. Elle comprit qu'il consultait ses supérieurs sur la conduite à tenir. Apparemment, l'enlèvement d'une personnalité aussi connue que Carmen Rodriguez Beaumont créait des complications que l'organisation n'avait pas anticipées.
Ils étaient pris entre la nécessité de protéger leur réseau et les risques énormes que représentait le meurtre d'une figure aussi médiatique. Au bout de 2 heures interminables, Carmen entendit des véhicules s'approcher à toute vitesse, des portières claquèrent, des voix anglaises crièrent des ordres, et soudain, l'entrepôt fut envahi par un commando de police britannique. « Ne bougez plus, police !» Les rafales de cris et le bruit des armes que l'on arme emplirent l'espace. Carmen sentit qu'on la libérait de ses liens et qu'on retirait son bandeau. La lumière aveuglante des projecteurs lui fit cligner des yeux, mais elle distingua rapidement les uniformes des forces de l'ordre britannique. David Chen et ses complices étaient de plaqués au sol, menottés et fouillés sans ménagement. L'un des policiers, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants, s'approcha d'elle avec sollicitude. « Madame Beaumont, je suis l'inspecteur Reynolds du Scotland Yard. Vous n'avez rien ?» Carmen acquiesça, encore sous le choc, mais soulagée d'être en sécurité. « Comment m'avez-vous retrouvé si vite ?» demanda-t-elle. L'inspecteur sourit. « Votre mari n'a pas perdu de temps. Il a mobilisé tous nos services et fourni des informations précieuses sur David Chen. Nous surveillons déjà ses activités. Depuis plusieurs mois dans le cadre d'une enquête internationale sur le blanchiment d'argent. Votre découverte a été le déclencheur qui nous manquait. Le voyage de retour vers Londres se déroula dans un convoi de véhicules de police. Carmen donnait sa déposition aux enquêteurs tout en essayant de joindre Marcus pour le rassurer. Quand elle entendit enfin sa voix au téléphone, elle ne put retenir ses larmes. « Marcus, c'est fini. Je vais bien. Je rentre à la maison. » À l'autre bout de la ligne, son mari pleurait également, soulagé au-delà des mots. « J'arrive, mon amour, » dit-il d'une voix brisée par l'émotion. « L'avion décolle dans 1 heure. Je serai là dès demain matin. » Carmen ferma les yeux, épuisée, mais vivante. Une fois de plus, son instinct et son courage avaient permis de démasquer une fraude majeure, mais cette fois, elle avait failli y laisser la vie. Cette expérience la marquerait profondément et l'amènerait à reconsidérer certains aspects de sa carrière. L'arrestation de David Chen et le démantèlement de son réseau de blanchiment firent la une de tous les journaux financiers du monde. L'enquête révéla que des dizaines de milliards de dollars avaient transité par ce système sophistiqué, finançant des activités criminelles dans le monde entier. Carmen fut une fois de plus saluée comme une héroïne, mais cette fois, elle accueillit les louanges avec plus de réserve, marquée par la violence de cette dernière aventure. L'affaire David Chen marqua un tournant définitif dans la vie de Carmen et Marcus. Les révélations sur l'ampleur du réseau de blanchiment international ébranlèrent profondément la communauté financière mondiale et conduisirent à des réformes majeures dans la surveillance des transactions bancaires. Carmen fut invitée à témoigner devant le Congrès américain, le Parlement européen et plusieurs commissions d'enquête internationales, consolidant sa réputation d'experte mondiale en matière de criminalité financière. Cependant, l'enlèvement avait laissé des séquelles psychologiques profondes chez Carmen. Pour la première fois depuis le début de leur relation, Marcus la vit douter d'elle-même et de sa vocation. Les cauchemars la réveillaient certaines nuits, des images de David Chen et de ses complices hantaient ses journées et elle sursautait au moindre bruit suspect dans les couloirs de l'entreprise. Cette femme qui avait toujours fait preuve d'un courage exceptionnel se trouvait confrontée à sa propre vulnérabilité. Marcus, de son côté, vivait dans une angoisse permanente pour la sécurité de sa famille. Il avait triplé les mesures de protection autour de Carmen et de Sofia, engagé une équipe de garde du corps professionnelle et fait installer des systèmes de sécurité ultra-modernes dans toutes leurs résidences. Cette surprotection, bien que compréhensible, commençait à peser sur leur quotidien et sur leur relation de couple. Un matin de printemps, 6 mois après l'affaire londonienne, Carmen prit une décision qui surprit tout son entourage. Elle convoqua une réunion avec Marcus et les principaux dirigeants de l'entreprise pour annoncer qu'elle souhaitait réduire considérablement ses responsabilités opérationnelles et se concentrer sur l'enseignement et la formation. « Je veux transmettre mon expérience aux nouvelles générations », expliqua-t-elle. « Il est temps que d'autres prennent le relais. » Marcus accueillit cette nouvelle avec des sentiments mitigés. D'un côté, il était soulagé de savoir sa femme moins exposée aux dangers de leur métier. De l'autre, il craignait qu'elle ne regrette cette décision et ne se sente diminuée dans son rôle au sein de l'entreprise. Carmen le rassura avec un sourire fatigué, mais déterminé. « Marcus, j'ai donné 15 ans de ma vie à cette lutte. J'ai démasqué des dizaines de fraudeurs, sauvé des milliards de dollars et inspiré une génération de jeunes femmes. Maintenant,
Je veux me consacrer à notre fille et à la formation de ceux qui continueront ce combat. » La transition fut plus douce que prévu. Carmen créa l'Institut Beaumont-Rodriguez pour l'éthique financière, une fondation indépendante financée par l'entreprise mais autonome dans ses décisions. Cette institution proposait des formations gratuites aux employés d'entreprises du monde entier, développait des outils de détection de fraude et menait des recherches sur les nouvelles formes de criminalité financière. Carmen en devint la directrice, travaillant depuis un campus moderne construit dans la banlieue de New York. Le changement de rythme permit au couple de redécouvrir les plaisirs simples de la vie de famille. Marcus apprit à déléguer davantage, libérant du temps pour accompagner Sofia à ses cours de danse et participer aux réunions de parents d'élèves. Carmen retrouva le goût de la cuisine, renoua avec ses racines mexicaines et organisa des dîners familiaux où se mélangeaient de la haute société new-yorkaise et les amis modestes de son quartier d'enfance. Sofia grandissait, en observant ses parents avec une intelligence précoce qui rappelait celle de sa mère au même âge. À 8 ans, elle parlait déjà 4 langues, excellait à l'école et manifestait un sens aigu de la justice qui amusait et impressionnait son entourage. Un jour, elle demanda innocemment à sa mère « Maman, pourquoi papa et toi vous travaillez tout le temps? Les autres papas et mamans passent plus de temps avec leurs enfants. » Cette question simple frappa Carmen comme une révélation. Cette réflexion enfantine conduisit Carmen et Marcus à repenser complètement leurs priorités. Ils décidèrent de passer 6 mois par an dans une maison qu'ils firent construire au Costa Rica, pays d'origine du grand-père maternel de Carmen. Cette propriété écologique, nichée dans les montagnes près de San José, devint leur refuge loin de l'agitation de Wall Street. Sofia y apprit l'espagnol de ses ancêtres, développa sa passion pour la protection de l'environnement et découvrit la joie de vivre proche de la nature. L'Institut Beaumont-Rodriguez connut un succès retentissant sous la direction de Carmen. En 3 ans, plus de 50 000 professionnels de la finance furent formés aux techniques de détection de fraude développées par ces équipes. Les méthodes d'investigation enseignées permirent de démasquer des centaines de cas de corruption et de fraude dans le monde entier, économisant des milliards de dollars aux investisseurs et aux entreprises. Carmen développa également un programme spécial destiné aux femmes issues de milieux défavorisés, leur offrant des bourses d'études et des formations professionnelles dans le domaine financier. Chaque femme peut devenir celle qui dit « Ne signez pas ce contrat », expliquait-elle lors de ses conférences. Il suffit de croire en son instinct et d'avoir le courage de ses convictions. Ce programme forma des centaines de jeunes femmes qui reproduisirent le parcours exceptionnel de Carmen dans leur propre pays. Marcus, inspiré par l'engagement social de sa femme, réorienta progressivement les activités de Beaumont & Associates vers la finance éthique et durable. L'entreprise devint un pionnier de l'investissement responsable, refusant systématiquement les projets pouvant nuire à l'environnement ou aux droits humains. Cette politique, initialement critiquée par certains actionnaires, s'avéra remarquablement profitable à long terme et attira une nouvelle génération d'investisseurs soucieux d'impact social. Un événement particulier marqua profondément la famille Beaumont-Rodriguez. Sofia, alors âgée de 10 ans, découvrit dans les affaires de sa grand-mère maternelle une lettre jaunie datant de l'époque où Carmen était encore femme de ménage. Dans cette lettre, la mère de Carmen exprimait ses inquiétudes pour l'avenir de sa fille et ses espoirs qu'elle puisse un jour changer le monde à sa manière. Sofia, émue aux larmes, demanda à sa mère de lui raconter en détail cette époque de leur vie. Cette conversation mère-fille fut un moment de vérité pour Carmen. Elle réalisa que son parcours exceptionnel, loin d'être un accident du destin, était l'aboutissement logique de valeurs transmises par sa famille et de choix courageux assumés au bon moment. « Tu vois, Sofia, lui dit-elle, parfois les moments les plus importants de notre vie arrivent quand on s'y attend le moins. L'important, c'est d'être prête à saisir ces opportunités et d'avoir le courage de faire ce qui est juste. » 15 ans après leur première rencontre, Carmen et Marcus célébrèrent leurs noces de cristal lors d'une cérémonie intime au Costa Rica. Entourés de leur famille élargie, de leurs amis les plus chers et des nombreuses personnes dont ils avaient changé la vie, ils renouvelèrent leurs vœux dans la même simplicité qui avait caractérisé leur premier mariage. Carmen portait une robe blanche simple, Marcus un costume en lin, et Sofia officiait comme demoiselle d'honneur avec un sérieux adorable. Au cours de la cérémonie, Marcus prononça un discours qui émut tous les invités. Il y a 15 ans,
une jeune femme courageuse a prononcé 4 mots qui ont changé ma vie. Ne signez pas ce contrat. Ces mots ne m'ont pas seulement sauvé de la ruine financière, ils m'ont mené vers l'amour de ma vie et vers une existence que je n'aurais jamais imaginée. Carmen, tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en intégrité, en courage et en amour. Carmen, les larmes aux yeux, répondit avec la même sincérité. Marcus, quand j'ai prononcé ces mots ce jour-là, je pensais sauver une entreprise. Je ne savais pas que j'allais sauver mon propre cœur et découvrir un amour plus grand que tous mes rêves. Tu m'as donné une famille, une carrière extraordinaire et surtout, tu m'as montré que 2 personnes qui s'aiment vraiment peuvent changer le monde ensemble. La soirée se prolongea tard dans la nuit, avec des danses traditionnelles costariciennes et des récits d'aventures partagés par tous ceux qui avaient croisé la route du couple. L'ancien patron de Carmen dans l'entreprise de nettoyage, maintenant âgé de 70 ans, raconta avec émotion comment il avait toujours su que cette jeune femme était destinée à de grandes choses. Elle nettoyait les bureaux comme si elle était déjà propriétaire de l'entreprise, dit-il en souriant. 10 ans plus. Tard, Sofia Beaumont-Rodriguez, devenue une brillante étudiante en droit international à Harvard, entreprit d'écrire l'histoire officielle de ses parents pour sa thèse de fin d'études. Cette biographie, intitulée « Les 4 mots qui ont changé Wall Street », devint un best-seller international et fut adaptée au cinéma. Sofia y révélait des détails inédits sur le parcours de ses parents et analysait l'impact sociologique de leur histoire sur la perception des classes sociales en Amérique. Carmen, maintenant âgée de 45 ans, était devenue une figure légendaire dans le monde financier. Son institut avait formé plus de 200 000 professionnels dans 80 pays, et ses méthodes de détection de fraude étaient enseignées dans toutes les grandes écoles de commerce du monde. Malgré cette notoriété internationale, elle conservait sa simplicité naturelle et n'hésitait jamais à aider personnellement un jeune professionnel en difficulté ou une femme cherchant à percer dans la finance. Marcus, maintenant dans la soixantaine, avait transformé Beaumont & Associates en un modèle mondial d'entreprise éthique. L'entreprise gérait plus de 100 milliards de dollars d'actifs, tous investis selon des critères stricts de responsabilité sociale et environnementale. Il avait créé une fondation dotée de 5 milliards de dollars pour lutter contre la pauvreté dans le monde, en particulier en Amérique latine, où les origines de Carmen lui tenaient à cœur. Un matin d'automne, particulièrement lumineux, Carmen se promenait dans Central Park avec sa petite fille Elena, la fille de Sofia, quand elles croisèrent une jeune femme latino qui nettoyait les bancs du parc. Cette scène ramena Carmen 25 ans en arrière, à l'époque où elle-même accomplissait des tâches similaires dans les tours de Manhattan. Elle s'approcha de la jeune femme et engagea la conversation en espagnol. La jeune femme, prénommée Esperanza, avait 20 ans et étudiait la comptabilité le soir tout, en travaillant le jour pour payer ses études. Son histoire rappelait étrangement celle de Carmen au même âge. Touchée par cette coïncidence, Carmen lui proposa spontanément une bourse d'études complète dans son institut et un stage rémunéré dans l'une des filiales de Beaumont & Associates. « Croyez en vos rêves », lui dit-elle, « et n'ayez jamais peur de dire la vérité, même aux plus puissants. » Cette rencontre inspira à Carmen son dernier grand projet, la création d'un réseau mondial de mentoring reliant des femmes accomplies à de jeunes femmes ambitieuses issues de milieux modestes. Le programme Quattro Palabras, 4 mots, référence à la phrase qui avait changé sa vie, permit à des milliers de jeunes femmes de bénéficier du soutien et des conseils de professionnels expérimentés. À 70 ans, Carmen publia ses mémoires sous le titre « Le courage de dire non ». Ce livre, écrit avec une simplicité émouvante, retrace son parcours extraordinaire depuis les bureaux qu'elle nettoyait jusqu'au sommet de la finance mondiale. Elle y livre ses réflexions sur le pouvoir, l'amour, la famille et l'importance de rester fidèle à ses valeurs. L'ouvrage devient un phénomène éditorial mondial et inspire une nouvelle génération de femmes à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. Dans l'épilogue de ses mémoires, Carmen écrit « Si je devais résumer ma vie en Mindbendance, quelques mots, je dirais qu'elle a été construite sur une série de choix courageux. Le courage de dire « Ne signez pas ce contrat à un homme que je ne connaissais pas », le courage d'aimer au-delà des conventions sociales, le courage de continuer à me battre après chaque trahison et chaque danger, mais le plus grand courage de tous a été d'accepter d'être heureuse et de transmettre ce bonheur autour de moi. Marcus et Carmen terminent leur vie ensemble dans leur maison du Costa Rica,
entourés de leurs enfants, petits-enfants et des centaines de jeunes qu'ils ont aidés au cours de leur existence. Chaque matin, ils se promènent main dans la main dans leur jardin luxuriant, se remémorant leur incroyable histoire d'amour qui a commencé par 4 mots prononcés au bon moment. Un jour, leur arrière-petite-fille leur demande innocemment « Grand-mère Carmen, qu'est-ce qui t'a donné le courage de parler à grand-père Marcus ce jour-là » Carmen sourit, caresse les cheveux de l'enfant et répond « Mon cœur me disait que c'était la bonne chose à faire, ma chérie. Et quand ton cœur te parle, il faut toujours l'écouter. » L'histoire de Carmen Rodriguez et Marcus Beaumont est devenue légendaire, non seulement à Wall Street, mais dans le monde entier. Elle prouve qu'une personne ordinaire, armée de courage et d'intégrité, peut changer le cours de l'histoire. Elle montre que l'amour véritable transcende toutes les barrières sociales et que la justice finit toujours par triompher quand des âmes courageuses acceptent de se dresser contre l'injustice. Aujourd'hui encore, dans les couloirs de Beaumont & Associates, on raconte aux nouvelles recrues l'histoire de la femme de ménage qui a sauvé l'entreprise en prononçant 4 mots simples. 7. Légende continue d'inspirer des générations d'employés à avoir le courage de dire la vérité, même face aux plus puissants. Car parfois, 4 mots prononcés au bon moment peuvent changer non seulement une vie, mais le monde entier. L'héritage de Carmen Rodriguez Beaumont dépasse largement le domaine financier. Elle a prouvé que l'héroïsme ne réside pas dans les grands gestes spectaculaires, mais dans la capacité à faire ce qui est juste au moment où cela compte vraiment. Son histoire continuera d'inspirer les futures générations de femmes et d'hommes qui auront eux aussi le courage de dire « Ne signez pas ce contrat quand l'intégrité l'exigera ». Voici la conclusion de cette saga extraordinaire. J'espère que cette histoire de 14 000 mots vous a captivé du début à la fin. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié cette aventure. En commentaire final, dites-moi quel moment de l'histoire vous a le plus marqué et que retenez-vous du message profond de cette saga sur le courage, l'amour et l'intégrité. Votre avis m'intéresse beaucoup.